Curieux sera notre voyage dans le désert de Tell el-Bala. Curieux parce qu'au moment de revisiter la mémoire préhistorique de Tell el-Bala, à travers des pierres datant de plus de 500 000 ans avant notre ère, on a eu la grande surprise de rencontrer des Bédouins qui occupent de nos jours ces lieux. Une mémoire vivante et une autre figée en plein désert. Tell el-Bala est une petite bourgade au sud-ouest algérien, située à 400 km au sud de la wilaya de Béchar. Découvrons ensemble, si vous le voulez bien, cet univers aussi immense que peu connu. Et comme il n'y a pas de fumée sans feu, notre guide Terroqi nous fait découvrir les premiers foyers de feu datant du Paléolithique. Avec la domestication du feu, apparaît la première source d'énergie externe que l'homme a pu utiliser à son profit. En fait, ce n'est que vers la fin du Paléolithique supérieur que l'on trouve des aménagements particuliers des foyers, pouvant être interprétés comme des calorifères destinés à conserver plus longtemps la chaleur du foyer. Notre prochaine destination est le village de Boutbika, situé à 35 km au nord-ouest de Tell el-Bala. Ce village isolé est défavorisé par une nature hostile. La tribu d'El-Gibet a élu domicile dans ces vastes étendues. Nous voilà les invités de la tribu d'El-Gibet, réunis autour d'un thé. Ici, les séances de thé sont un véritable rite. Très hospitaliers, nos hôtes veulent nous garder pour le dîner. Les Gibet font partie de la tribu des Maakil. Les Maakil forment l'une des plus grandes tribus de Mauritanie. Ils sont présents sur toute l'étendue des déserts du Maghreb occidental. L'installation de ces tribus s'est faite pendant les invasions hilaliennes au XIe et XIIe siècle. Établis dans le désert occidental, les Maakil sont devenus les voisins des Zenata. Ils formèrent avec eux une confédération qui ne se brisera jamais. Aujourd'hui, le nomadisme connaît une phase de recul. En effet, les esclaves se sont affranchis et les razzias d'antan ne sont plus tolérés. La sécurité revenue et la pacification du désert réalisée, cela a entraîné des changements dans la situation sociale des nomades et par conséquent une dégradation de leur situation matérielle. Le déclin du commerce caravanier a contribué à la limitation des ressources, obligeant ainsi les nomades à se rapprocher des oasis telles que celle de Tell el-Bala. Le gouvernement algérien, par un système de soutien à la sédentarisation, alloue des aides pour que ces nomades se consacrent à des activités agricoles sédentaires par excellence. Prenons maintenant la direction de Chelkhet el-Mrabat, située à 144 km au nord-ouest de Tell el-Bala. Elle est accessible par le village de Boutbika. Il est un fait que l'ère linguistique et culturelle du Maghreb s'est constituée autour des populations berbères. L'ignorance et les préjugés ont fait que les débuts de la culture maghrébine ont été longtemps passés sous silence. La langue libyco-berbère, appartenant à la famille chamitique, a donné lieu à des inscriptions dont l'alphabet se rapproche de l'écriture des Touaregs actuels, le tifinagh.
Ces transcriptions et dessins exécutés par picotage de la pierre nous transmettent des signes berbères. Ces transcriptions sont proches du tamashek, la langue actuelle des Touaregs. Dans ces régions, il n'est pas étonnant de trouver des mausolées dédiés à des saints. Surtout que les Ma'aqil prétendent se rattacher à la famille du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, en se donnant comme ancêtre Ja'far, fils d'Abi Talib. D'après Ibn Khaldoun, qui refute cette filiation en se basant sur l'idée que les Banu Hisham n'ont jamais formé un peuple nomade, ils seraient plutôt descendants des Arabes du Yémen. Quittons Shelkhet el-Marabat et prenons la destination de Meddana pour nous replonger dans la préhistoire. Toutes ces pierres noirâtres que nous voyons ont servi dans le Paléolithique à entretenir le feu. À l'approche de la nuit, les hommes chauffaient ces pierres afin d'emmagasiner la chaleur pour se protéger des gelées nocturnes. En cajolant ces pierres, Zerrouki, notre guide, nous replonge dans la préhistoire. Le voici manipulant un outil appelé el mdegga. Il s'agit d'un galet de polissage. À ce stade, l'homme qui vivait dans ces lieux est passé à l'âge de la pierre polie. C'est la période néolithique et qu'on peut situer entre 6000 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Il y a plus de 2 millions d'années avant notre ère, durant le Paléolithique, à l'âge de la pierre ancienne, l'espèce humaine s'est transformée, passant du stade de l'Australopithèque à celui de l'Homo sapiens moderne. Durant ces temps, l'homme s'est exercé, grâce à la création de l'outil et à l'utilisation du feu, à inventer une organisation sociale. Ici, sous nos yeux, Zerrouki va fabriquer une pointe de flèche à la manière préhistorique. Le bloc de pierre est frappé à l'aide d'un percuteur afin d'aménager des arêtes et obtenir ainsi des éclats. Les objets ainsi obtenus sont plus minces et deviennent contentants. Passionné de préhistoire, M. Touil Mohamed a passé plus de 30 ans dans le désert de Tell el-Bala. Écoutons-le nous parler de ces pierres. Le biface à talons réservé. Parce que l'homme, il ne s'intéressait pas aux talons. Il gardait toujours le secret du galet aménagé. Parce qu'avant ça, c'était la galet aménagée. Et après, il avait l'idée de faire une pointe pour travailler bien. Parce que toujours l'amélioration. Après, le biface à talons réservés du paléolithique inférieur, il y a l'achélien. Ce n'est plus le même travail,
mais il s'intéresse aux élaborations des pièces plus minces et plus adaptées à la main. C'est l'achelier. Et après, elle vient le hacheron. Le hacheron, qu'est-ce que c'est? C'est une technique du paléolithique moyen, mais uniquement en Afrique du Nord. Cette technique, cette civilisation n'est pas montée à l'Europe, uniquement pour l'Afrique. Et l'achelier supérieur, comme il était, le biface à talon réservé, gros, et là maintenant, il s'intéresse à la pointe et le tout de la pièce polie, presque, pour être adaptée à la main. C'est l'amélioration de l'achelier, c'est l'achelier supérieur. Et après, il y a la civilisation attérienne. Cette pointe de flèche attérienne, c'est toujours le paléolithique moyen. Cette civilisation aussi, elle n'était pas en Europe, mais il avait une civilisation qui va là, aux même époque, c'est le moustérien. Mais le moustérien n'avait pas d'impéticule, et l'attérien est là, un péticule pour être emmanché. Et son nom est retiré du Bir al-Atr, en Algérie. Les premiers outils sont des galets ou des rognons de silex de pierre dure, grossièrement façonnés par percussion de la pierre. Ainsi est réalisé un tranchant d'un seul côté ou de deux côtés. Du galet taillé, on passe à la forme plus élaborée du biface, objet taillé sur deux faces. شوف هذه الحجرة اللي يخدموا منها الفلي الصغير ويسموها تميش، والصدير هذه هي اللي يخدموا منها الفلي الصغير هذاك الرقيق اللي الزين هذاك. هذه هي الحجرة الأصيلية تاع التميش. Prenons la piste en direction de Bassala, autre lieu préhistorique. Dans ces lieux féeriques où la majesté de la nature est grandiose, l'espace y est magnifique, mais c'est tout de même le désert. On ne pensera jamais trouver ici âme qui vive, mais voilà qu'émerge un campement de bédouins étonnant. Cette famille, les Ouled Daoud, se réclamant de la branche des Dui Hassan, les Dui Hassan avec les Dui Ubaydallah, les Dui Mansour forment les trois grandes tribus des Ma'aqil. Le mot Dui vient de l'arabe Dawi, qui signifie appartenant à. Les Dui Hassan, c'est la tribu qui a comme ancêtre Hassan. Jamais ces Arabes ne commirent de brigandage ni n'interceptèrent les caravanes qui se rendaient de Sidi el-Massa au Soudan. Certains de ces Arabes, qui ont abandonné leur vie de bédouins, se sont installés parmi le peuple berbère, dans le Touat, le Bouddha, le Tamantit et le Tsabit.
Lorsque les Zenata s'emparèrent du Maghreb, les Maharides, qui étaient leurs alliés, ont imposé aux autochtones un tribut. Comme dans le passé, voilà que notre guide Zarruqi et Daoudi el-Bedoui s'isolent pour échanger quelques brèves informations. Abida Daoudi, le patriarche de la famille, invite notre guide à une partie de dames, en attendant de prendre le thé de bienvenue. À vue de nez, on peut considérer que la partie est perdue d'avance pour notre guide. Habituellement, Abeda fait des parties de jeu avec ses petits-enfants. C'est un exercice de pédagogie où l'on apprend la stratégie. Ce jeu est aussi un alibi pour conter et transmettre l'histoire des ancêtres. Il faut dire que dans les déserts, ce sont les patriarches qui font l'école. On apprend tous les jours, chaque moment et partout. Il n'y a ni tableau, ni classe, ni livre. Il y a simplement la parole du patriarche. C'est une société à culture essentiellement orale. La tradition veut que les espaces arides soient vides et hostiles. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le désert n'est pas l'khla, mot arabe qui veut dire le néant. Si jadis, au temps les plus reculés, des conditions climatiques plus favorables ont permis à l'homme primitif est un exemple de spécialisation pour la fabrication des outils de production où l'homme domestique la nature et se spécialise. À ce propos, M. Twil, qui a passé plusieurs années sur les traces de l'homme préhistorique dans la région de Tell el-Bala, nous livre ses impressions. Ici, c'est l'étape du néolithique. Ça veut dire les trois étapes de la préhistoire. Il y a le paléolithique, le mésolithique ou le paléolithique. Et ça, c'est le néolithique. Oui, mais là, on vous explique à peu près. Ça, c'est pas les régions. Ça, c'est un biface. Il était, par exemple, taillé. Maintenant, c'est l'âge poli. Il commence à polir la pierre. Et pourquoi il est comme ça? Parce qu'il mange ce outil pour travailler la terre. Il met un bâton avec un trou et il rentre le biface, comme ça qu'on dit un âge poli, et fur et à mesure qu'il travaille, l'autre s'avance dans le trou, il ne tombe pas. Il a commencé à améliorer. Ça, c'est une arminiette. Plat, pourquoi? Pour travailler du bois. Voilà, c'est du pas comme
un H-Poly. Voilà l'armignette comment qu'elle est. Les tranchantes pour travailler des choses comme du bois, de l'os. Et des petites choses comme un H-Poly comme ça pour couper. Il était à manger pour couper des choses, n'importe quelle chose. Ils ont fait d'ici, M. Texi, c'est connu, il a fait l'essai pour couper une branche de 20 cm un quart d'heure avec ça. Et ici, c'est l'âge. Ça, c'est la pierre polie. Ici, la pointe de flèche néolithique. C'est la Tour Eiffel. Mais celui qui a fabriqué ça n'a pas vu la Tour Eiffel. Et celui qui a fabriqué la Tour Eiffel, il a vu ça. Voilà, c'était des pointes de flèche, comme il était latérien, grossi. Et là, maintenant, il est très fin. Et pourquoi ces dents? Parce qu'elles se crochent dans le gibier. Il laisse le sang couler pour qu'il suive son gibier. C'est pour ça qu'il a ses dents dentelées, ce qu'on appelle une pointe de flèche dentelée. Ces petits dents-là. Et ici, c'est les perles en coquille d'autruche. Il fabriquait des perles à base de coquille d'autruche. Et il portait le collier, c'était l'homme qui portait le collier, c'est pas la femme. Avec les canines des fauves qu'il a tués. Bon, il dit ça c'est l'éléphant, le serpent que j'ai tué à tel endroit, ça c'est un lion que j'ai tué à tel endroit, et c'est pour ça qu'il est honoré de mon. Et après, il a transporté le collier de lui à la femme. Il a honoré sa femme avec. La femme quand elle portait, il dit ça c'est la femme de telle personne, et voilà combien de canines qu'elle portait. Cette dépression a constitué jadis un milieu aquatique où vivaient des ammonoïdés. Les ammonoïdés sont des mollusques céphalopodes. Ces ammonoïdés se présentent sous forme tubulaire et compartimentée en loges successives que séparent des cloisons à convexité dirigée vers l'avant. Ça c'est de la poterie néolithique. Et pourquoi on dit néolithique? Parce que c'est de la terre mal cuite. Avant, ils ne cuisaient pas la terre dans des fours. Ils fabriquent une gargoulette et après une pierre chaude, une pierre à rouge, ils le mettent dans la gargoulette. Et quand il vient noir à l'intérieur, ça lui gêne. Après, il fait une deuxième gélatine à l'intérieur, ce qui donne à la poterie 2 couches. Et une couche noire à l'intérieur, un sandwich. C'est comme on dit la poterie sandwich. Quand on voyait ça, on savait bien que c'est des néolithiques. À l'exemple des ammonites, ces espèces ont disparu il y a 65 millions d'années. La disparition brutale des ammonites pose un problème qu'il semble difficile de voir un jour résolu. Mais déjà, le changement du climat est l'un des facteurs le plus plausibles.
le patronage de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et sous l'égide de M. le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Hassan Marmouri, l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel organise le 22e Salon international de l'artisanat traditionnel sous le thème « L'artisanat, un appui à une économie durable ». Du 13 au 19 mars 2018 au Palais des Expositions Paix Maritime, pavillon A Gare A et pavillon Casbassé. Soyez les bienvenus.